Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la question du bois énergie et le risque qu'il fait peser sur les forêts en Europe, mais pas que. Et nous accueillons pour cette occasion Martin Pigeon, que je vous présenterai dans quelques secondes, voilà, pour ce temps d'échange sur cette question qui va se dérouler du coup en deux temps, un temps de présentation, comme on a l'habitude de faire chez État Sauvage, et puis un temps ensuite de questions-réponses, où nous prendrons en fait les questions que vous avez formulées dans le chat durant la présentation, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat, et puis Martin essaiera d'apporter des réponses à l'issue de la présentation. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire, et je vous invite du coup d'ores et déjà à préparer vos questions. Pour Martin, si vous pouvez passer juste la slide d'après, je vais vous faire une rapide présentation du coup de l'association État Sauvage que tout le monde ne connaît pas, pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes justement. Donc nous sommes une association en fait qui a un peu plus de 5 ans d'existence et nous agissons principalement sur la France métropolitaine. Alors nous sommes actuellement encore une association 100% bénévole, avec une mission principale de préservation de la biodiversité. Nous avons deux axes, alors, qui sont très simples, mais tellement compliqués à mettre en œuvre. Un axe de sensibilisation et l'organisation des webinaires en fait partie. Nous avons également des articles que nous partageons régulièrement sur le blog, et puis nous organisons évidemment des ateliers aussi, des sorties sur le terrain. Donc beaucoup d'actions pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, à la préservation du vivant et plus spécifiquement du monde forestier. Et nous avons un deuxième volet qui est celui de la préservation des écosystèmes. Et l'association a une mission très concrète pour ce faire, qui est d'acquérir des forêts en France métropolitaine pour créer un réseau d'îlots de sénescence, c'est-à-dire des petits espaces qui vont devenir des corridors forestiers pour les espèces justement forestières, mais pas que, pour qu'elles puissent se déplacer et trouver également des ressources pour s'alimenter. Voilà pour la présentation d'État Sauvage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter à l'issue du webinaire, nous serons ravis d'y répondre. Et sans plus attendre, je vais du coup présenter Martin Pigeon, qui est donc notre invité pour cette session sur le bois énergie. Alors Martin Pigeon est chargé de plaidoyer forêt et climat au sein de l'ONG Fern, qui est basée à Bruxelles et au Royaume-Uni, et il est au sein de cette ONG depuis 2021. Il a suivi de très près la révision de la directive sur les énergies renouvelables et le développement de l'industrie de la biomasse. Et auparavant, il a passé une quinzaine d'années comme chercheur dans une autre association belge spécialisée dans les enquêtes sur l'influence politique sur les multinationales. Alors, il a notamment travaillé sur des questions liées à l'eau ou à l'agriculture. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous en avez. Et je vais, sans plus attendre, lui laisser la parole pour cette présentation. Martin, c'est à vous. Merci beaucoup, Julie, et bonsoir à tous. Merci beaucoup à l'association État Sauvage, en effet, pour cette invitation. Et je vais tâcher de garder mon propos assez concis pour garder le maximum d'espace pour les interactions, pour les échanges. Euh, donc, si vous voyez qu'après 25 minutes, je suis encore en train de parler, n'hésitez surtout pas à me couper. Je pense qu'on pourra passer sans trop de dommages à une phase plus interactive. Donc, un mot peut-être pour vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que, comme Julie vient de l'expliquer, pendant très longtemps, j'ai travaillé comme chercheur militant ou militant-chercheur selon, sur la question du lobbying industriel. Et c'est une question politique tellement importante, et tellement intéressante aussi, et tellement stratégique que j'aurais pu tout à fait continuer à faire ça. Mais il se trouve que, en faisant des enquêtes sur un sujet en particulier, qui est la capture des fonds européens de recherche, en particulier autour de la bioéconomie, j'ai découvert que la politique sur les énergies renouvelables de l'Union européenne récompensait les entreprises énergétiques pour le fait de produire de l'énergie en brûlant du bois. C'était une découverte pour moi, pas du tout pour ce secteur-là, qui était parfaitement au courant, vous inquiétez pas. J'ai trouvé ça absolument incroyable. J'aurais jamais cru qu'on puisse faire une politique aussi absurde. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et il se trouve que l'association Fern, que je connaissais par ailleurs, recrutait à ce moment-là un chargé de plaidoyer juste sur cette question. Et donc voilà, je suis passé chez eux. Je vais vous présenter un petit peu maintenant
De quoi est-ce qu'on parle? Euh, Quand on parle du bois, quand on parle des forêts, on a souvent cette idée que c'est quelque chose de renouvelable parce que les arbres repoussent. Et c'est tout à fait exact. Le problème, c'est qu'ils ne repoussent pas au rythme où on les coupe. Et il y a une première information que j'aimerais vraiment que vous reteniez pour ce soir, qui est sur le graphe que je vous montre à droite, qui est en fait la part de la déforestation dans les émissions de CO2 dans l'atmosphère depuis 1850, donc depuis 170 ans à peu près. Il se trouve que les émissions qui correspondent en fait à la destruction des forêts, à l'assèchement des zones humides, des marais, des tourbières, ce genre de choses, ça représente à peu près 30% du total du CO2 qu'on a rajouté dans l'atmosphère. C'est plus que le pétrole, par exemple. Ce qui est complètement, ce qui est quelque chose que j'ignorais, par exemple, avant de commencer à faire ce métier-là. Et c'est vraiment un contexte essentiel à retenir, parce que, oui, certes, les forêts repoussent, mais elles repoussent lentement. Euh, et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question du rythme de repousse parce que la conséquence climatique de brûler différents types de bois, qui viennent de différents modèles de gestion forestière également, et de différentes régions, ne va pas être le même. Sur la gauche de votre écran, vous avez deux graphiques qui sont extraits d'un calculateur qui est mis en ligne gracieusement par l'administration canadienne, qui est très intéressant. Je vous engage vraiment à aller jouer un petit peu avec les paramètres de ce calculateur-là pour vous faire une idée. On vous enverra le lien à la fin à la fin de la discussion. Et donc, par exemple, ce que vous avez au milieu, avec les deux courbes là, c'est en fait un calcul qui montre quand on remplace du charbon par du bois pour produire de la chaleur au niveau local, en prenant des arbres euh, locaux, et que ce sont des arbres entiers, eh bien, je ne sais pas si vous voyez le curseur ici, mais il faut à peu près 70 ans. Je suis français et belge, donc je passe indifféremment du 70 au 70, vous m'excuserez. Euh, il faut à peu près 70 ans, dans le meilleur des cas, pour avoir un équilibre par rapport au contrefactuel, c'est-à-dire le fait d'avoir continué à brûler du charbon pour produire de la chaleur. En d'autres termes, ça veut dire que pendant 70 ans, l'impact climatique d'utiliser un arbre entier pour produire de la chaleur à la place du charbon est pire que si on avait continué d'utiliser du charbon. Pourquoi? Parce que la combustion du bois émet davantage de CO2 par unité d'énergie produite que le charbon pour des raisons assez simples. C'est une énergie qui est plus humide et moins dense, donc c'est une combustion moins efficace. Donc ça, c'est vraiment... Et alors, ça, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est la courbe orange que vous avez au-dessus, où là, en fait, vous ne récupérez jamais. Ou alors, il va falloir attendre, mais des siècles, en fait, euh, pour que la dette carbone se résorbe par la repousse, en fait, des arbres qui prendront la suite de ceux qui ont été coupés puis brûlés. Ça, c'est dans l'optique où on utilise des arbres entiers, donc ça veut dire qu'on a coupé l'arbre pour le brûler, pour produire de l'énergie. Si par contre, on a coupé l'arbre pour produire par exemple des meubles ou du bois de charpente ou du bois d'œuvre ou que sais-je, et que on récupère la sciure par exemple et pour la brûler à la place du charbon également, ça vous donne le graphique que vous avez à gauche, où là où en fait vous voyez que la dette carbone est beaucoup plus rapide à résorber, ça ne prend que quelques années. Ça prend 3, 4 ans, 5 ans dans le pire des cas. Parce que là, le contrefactuel, c'est simplement le temps de décomposition de la sueur elle-même. Donc là, dans les premières années, on a quand même davantage, parce que c'est du bois, d'émissions de CO2 que le charbon, mais ça, le bénéfice climatique, si vous voulez, d'avoir fait ça, se manifeste plus rapidement. Il se manifeste il commence à se manifester exactement au bout de quelques années, et pas au bout de plusieurs décennies ou siècles, comme dans le cas précédent. Donc ça, c'est pour poser un petit peu le décor. Pourquoi est-ce que on se retrouve avec aujourd'hui une politique européenne, donc ce que j'appelle ici la RED, la Renewable Energy Directive, la directive sur les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec, malgré ce que je viens de vous expliquer, euh, une politique européenne qui récompense en fait les entreprises énergétiques pour le fait de produire de l'énergie en brûlant du bois?
de deux façons. D'abord, en permettant aux États membres, et en les encourageant très fortement d'ailleurs, à subventionner ces mêmes énergéticiens, et en comptabilisant les émissions de CO2 de la combustion du bois, non pas dans le secteur de l'énergie, mais dans le secteur de l'affectation des terres, ce qu'on appelle le secteur LULUCF ou UDCAF en français. Euh, du coup, ça veut dire que le secteur énergétique où les entreprises privées interviennent est un secteur où la combustion du bois est considérée comme une source d'énergie zéro émission, donc c'est un facteur incitatif très fort. Tandis que le secteur de l'affectation des terres, qui est un secteur qui revient aux États, euh, est un secteur où effectivement les conséquences en fait de l'utilisation de ce bois sur le puits de carbone, par exemple, vont se voir. Sauf que les États n'ont pas aujourd'hui tellement d'incitation financière à maintenir leur puits de carbone, tandis que les entreprises énergétiques ont un énorme intérêt financier à utiliser des sources considérées comme zéro émission. Et donc, c'est sur un strict point de vue méthodologique, ça peut se comprendre, mais en termes pratiques et politiques, les conséquences sont, elles, très dommageables. Pour essayer de limiter la casse, parce qu'au début, au moment où cette directive a été adoptée en 2008-2009, elle faisait elle-même suite à des premières directives pour la production d'électricité qui déjà récompensaient ce truc-là en 2001 et 2003. Donc en 2018, la directive a été révisée pour essayer d'introduire ce qu'on appelle des critères de durabilité pour la biomasse forestière, pour essayer de faire un petit peu la différence entre les types de bois qu'on utilise. Le problème, c'est que, je vais essayer de vous la faire courte parce que c'est un enjeu, disons, multifactoriel, où il y a aussi une guerre d'influence et de souveraineté en réalité, entre les États membres et l'Union européenne elle-même. Mais en fait, pour faire simple, les critères de durabilité pour la biomasse forestière aujourd'hui dans l'Union européenne sont essentiellement un test de légalité, de compatibilité avec le droit national. Ce qui du coup dépend de la qualité de ce droit national. Les conséquences de ça, donc, elles ont été très fortes. Je ne sais pas si vous voyez tout ici, j'ai la barre de zoom qui se met un petit peu au milieu. Bon, écoutez, je vais la déplacer au fur et à mesure, et puis voilà. Euh, En haut à droite ici, vous avez un graphique qui est tiré du Financial Times, qui date un petit peu, parce que ça date de 2020, mais qui vous montre en fait la croissance et de la consommation des granulés de bois pour la production d'énergie essentiellement, parce qu'on parle du secteur industriel ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'Union européenne et le Royaume-Uni ensemble représentent presque plus de 80% de la consommation mondiale de granulés de bois pour cet usage. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Union européenne est la seule puissance, était la seule puissance à ce jour, à avoir eu cette brillante idée de subventionner donc les énergéticiens pour brûler du bois, pour produire de l'énergie, électricité ou chaleur. On parle de beaucoup d'argent au niveau européen. Si on prend toute la biomasse, alors ça inclut aussi les biocarburants, donc il faudrait limiter un petit peu, mais on est de toute façon dans l'ordre de grandeur du milliard d'euros. Je crois qu'en France, on est autour du milliard d'euros, hein, à peu près. Ce ne sont pas des données qui sont faciles à obtenir. Aujourd'hui, au niveau européen, la quantité d'énergie d'origine, disons, de la biomasse dans l'ensemble des renouvelables, c'est encore la majorité. On est encore à 58% à peu près. Le solaire et l'éolien croissent beaucoup plus vite, mais ils partent de quasiment zéro, alors que la biomasse, elle, était déjà bien installée, parce que, en fait, tous les usages traditionnels des gens qui brûlent du bois dans leur cheminée ou dans leur poêle, en fait, ça a permis aux États aussi euh, de se rendre la tâche un petit peu plus facile pour atteindre leurs objectifs contraignants de déploiement des énergies renouvelables, qui sont des objectifs européens et qui sont en fait un très gros facteur incitatif de déploiement des énergies renouvelables, y compris la biomasse malheureusement. Les conséquences de ça, c'est ce que vous avez dans le graphe en bas à droite. Vous avez une explosion des émissions de la combustion de la biomasse en Europe depuis ici. Alors le graphe vous montre depuis 1990. Vous voyez qu'il y a il y a un très net changement de la pente ici en 2001-2003 qui correspond à l'arrivée en fait des premiers schémas incitatifs au niveau européen pour l'électricité. Et ça n'a pas cessé de grandir depuis. On est autour de 600 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an aujourd'hui.
Ce qui, si la biomasse en Europe était un pays, elle serait la deuxième puissance émettrice après l'Allemagne. Les émissions de toutes les économies allemandes, pour vous donner un ordre de grandeur, sont autour de 700 millions de tonnes d'équivalent CO2 aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout sur des choses négligeables, en fait. Si l'Union européenne arrêtait de tricher sur la comptabilité climat, si je puis me permettre, et comptait réellement les émissions de la combustion du bois et de la biomasse en général dans ses émissions, elle devrait rajouter un total de autour d'entre 15 et 17% la dernière fois que j'ai regardé. Donc, c'est très significatif. Pendant ce temps-là, le puits de carbone, lui, que vous voyez ici dans le graphe du milieu, a commencé à se dégrader très fortement depuis 2012-2013. Il a perdu, je crois, presque le tiers aujourd'hui. Donc, euh, on est sur une politique qui est élaborée et mise en œuvre au nom du climat qui aggrave la crise climatique aujourd'hui. Ce qui est évidemment une catastrophe. Ça vous donne ce que vous voyez ici à l'écran. Ça, ce sont quelques exemples de photos qu'on a été prendre dans des centrales à biomasse ou dans des tris comme ça. Et où en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que la plupart de ces arbres, d'abord, ce ne sont pas du tout des résidus, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des troncs, ce sont des pièces maîtresses des arbres, ce sont parfois des arbres entiers. Euh, En général, ce sont des arbres qui ne correspondent pas à la qualité bois d'œuvre, parce que quand on vend du bois d'œuvre, tout simplement, bah, ça rapporte beaucoup plus d'argent encore aujourd'hui. Mais par contre, ce sont des arbres qui correspondent soit ce sont des arbres qui étaient malades, donc on ne peut pas les vendre, parce qu'ils sont par exemple euh, attaqués par un champignon ou par un parasite. Ce sont des arbres qui ne sont pas de la bonne espèce. Vous avez beaucoup de feuillus jeunes en France, par exemple, qui passent à la broyeuse directement et qui sont expédiés sous forme de plaquettes forestières, comme on appelle ça, dans des chaudières à biomasse, parce que simplement, bah, ces arbres n'avaient pas de valeur commerciale avant, et c'est la tragédie de cette politique, c'est qu'elle a donné une valeur commerciale à tous les arbres qui n'en avaient pas avant. On peut faire de l'énergie avec n'importe quel arbre, avec n'importe quelle plante. Un cas qui est relativement connu en France, c'est le cas de la centrale de Gardanne à côté de Marseille. Donc vous avez une photo en bas. Pour vous donner un ordre de grandeur, si la centrale de Gardanne, ce qui heureusement n'est pas le cas, mais si la centrale de Gardanne avait tourné 24 heures sur 24 à la puissance prévue, elle aurait brûlé environ, je crois de mémoire, 800-850 000 tonnes de bois par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, la récolte annuelle de bois en France, on est autour de 55 millions de tonnes. Donc, vous faites le rapport, on est presque à 1 million de tonnes pour une seule centrale sur une récolte totale de 55 millions. Donc, on est entre 1 et 2 de la récolte totale de bois sur un pays entier, et un grand pays forestier comme la France, juste pour une centrale. Donc, ce sont des volumes énormes. Le graphe que vous avez au-dessus représente en fait quelque chose, c'est un graphe qui est extrait du dossier d'autorisation que l'entreprise avait introduit en préfecture. Donc, environ le quart. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, le rayon d'approvisionnement de cette centrale était un rayon de 250 km. Dans ce rayon de 250 km, le quart de l'approvisionnement de cette centrale aurait représenté 11% de l'ensemble de la biomasse disponible. Donc, ça vous donne encore un ordre de grandeur sur les volumes utilisés. En fait, c'était tellement énorme que, comme vous le savez peut-être, il y a eu des mobilisations très importantes en France pour empêcher ça. Et il y a eu d'ailleurs, ça a fait d'ailleurs l'objet d'un documentaire il n'y a pas très longtemps à la télé française, qui était bien fait, où je crois que le journaliste c'était Hugo Clément, il a réussi à tracer en fait l'origine des bois qui étaient importés du coup par l'opérateur de la centrale. Et cet opérateur-là importait ces bois du Brésil, ce qui n'a absolument aucun sens autre que économique. Parce que, à cause d'une politique mal conçue, on se retrouve à avoir des effets pervers de ce type. Pourtant, c'est une industrie qui est strictement dépendante des subventions pour sa survie économique. Pourquoi? Parce que elle utilise un procédé technique, qui est la chaudière, qui est un procédé qui est mature. Enfin, la combustion du bois, les humains, on sait assez bien faire globalement. Il n'y a pas tellement de marge il n'y a plus tellement d'innovation possible, à moins que, mais bon. Et donc du coup, ça veut dire que les coûts de production ne baissent pas dans ce secteur-là. Contrairement
aux autres formes d'énergie renouvelable que sont le solaire et l'éolien. Vous avez ici un graphe qui montre l'évolution des coûts de production pour ces trois sources différentes. Ce que vous voyez, c'est que pour le solaire, ça baisse beaucoup, pour l'éolien, ça baisse régulièrement. Ce que vous voyez, c'est que pour la biomasse, il n'y a pas de tendance nette qui se dégage en fait. Ça dépend essentiellement de l'évolution des prix d'énergie. En France, comme il y a de la nucléaire, comme il y a du nucléaire, il n'y a pas tellement de grosses unités de production d'énergie, de production d'électricité, pardon. J'ai mentionné la centrale de Gardanne, qui a priori ne fonctionne plus parce qu'elle coûte trop cher à faire fonctionner. Je pense que les deux grosses centrales qui étaient considérées encore, une à Saint-Nazaire et l'autre en Moselle, ne vont pas ouvrir à cause du coût, simplement. Enfin, je crois que le coût est un des facteurs principaux. Par contre, donc ça c'est pour la production d'électricité, parce que là, clairement, il y a des concurrents qui sont beaucoup plus rentables et beaucoup plus efficaces. Par contre, pour la production de chaleur, c'est autre chose, notamment au niveau local. Et donc, la carte que vous avez devant vous est tirée d'un atlas géré par une publication industrielle, d'ailleurs, qui s'appelle Bioénergie Internationale, qui recense tout simplement l'ensemble des petites, enfin de ce qu'ils appellent des petites chaufferies biomasse et cogénération, donc qui font à la fois de la chaleur et de l'électricité en France, en Suisse et en Belgique. On est sur des milliers d'unités. Donc là, on n'est pas sur des volumes énormes comme pouvait l'être la centrale de Gardanne, mais quand vous multipliez des volumes moyens par des milliers d'unités, vous êtes à nouveau sur des volumes énormes. Donc ça, c'est ouais, c'est quelque chose qui nous soucie beaucoup. Je vais y revenir. La directive, devant le massacre quand même, la directive sur les énergies renouvelables, pardon, a à nouveau été révisée en 2021, 2022, et ça s'est conclu en 2020, oui, en fin 2022. C'était une sacrée foire d'empoigne. Je vous passe les détails, on pourra y revenir si vous y tenez. Je vais vous parler, à droite, vous avez un lien vers une publication que nous avons faite, hélas pas en français, qui est un guide de transposition de cette directive en droit national. Parce que, pour la faire très courte à nouveau, les États membres ont gardé le contrôle de la mise en œuvre de ce texte, essentiellement, euh, notamment par le fait d'avoir de grandes marges de manœuvre dans la transposition. La transposition, c'est le fait de prendre du droit européen et de le transposer, de le traduire en quelque sorte en droit national. Dans cet exercice, ils ont obtenu beaucoup de marge de manœuvre sur certains aspects. Euh, Marge de manœuvre qu'ils peuvent utiliser soit pour empirer la situation, soit pour l'améliorer. Évidemment, nous leur proposons de l'améliorer. C'est un texte qui est insuffisant, malheureusement. Il aurait pu être bien meilleur, mais malheureusement, on s'est fait ratiboiser en trilogue parce que la présidence du Conseil, qui représente les États membres et les gouvernements nationaux, qui, comme ils ne vous disent pas, sont quand même ceux qui décident à la fin dans le système européen, et ben eux, à ce moment-là, ils étaient présidés par la Suède, qui a une position sur la gestion des forêts qui est à peu près, ils ont à peu près autant d'humour sur la gestion de leurs forêts et la souveraineté là-dessus que les Français sur le nucléaire, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc pour eux, il était absolument hors de question de concéder la moindre parcelle de souveraineté à l'Union européenne sur cette question-là. Et donc ça vous donne ce texte qui est vraiment insuffisant, mais qui permet quand même des choses. Et donc ça aura peut-être le coup d'y revenir après dans les questions-réponses, parce qu'il se trouve que le gouvernement français, en ce moment, à l'heure où je vous parle, est en train de travailler sur cette transposition. Donc, pour avancer un petit peu, la proportion du bois énergie dans la production d'énergie renouvelable, elle baisse maintenant en valeur relative parce que le solaire et l'éolien se développent beaucoup plus vite. Mais par contre, elle ne baisse pas en valeur absolue. Elle continue à grandir. Mais il y a des évolutions intéressantes à regarder. La première, c'est une vraie bonne nouvelle, vraiment, dans le secteur, c'est que la production d'électricité à partir dans des centrales qui ne font que de l'électricité, ou même la production d'électricité à partir de biomasse, de bioénergie, a enfin commencé à baisser en Union européenne depuis 2022-2023, essentiellement pour des raisons de coût, dont je vous parlais tout à l'heure, et d'inefficacité, parce que produire de l'électricité en brûlant du bois, c'est extrêmement inefficace et c'est très coûteux. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de le faire. Et alors que l'austérité revient, je pense que les États membres, j'espère en tout cas, que les États membres vont regarder un petit peu les milliards d'euros là qu'ils dépensent, un peu en pure perte à mon avis, pour entretenir à bout de bras un secteur qui n'existerait pas sans eux.
Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est que la consommation européenne pour de granulés de bois spécifiquement a baissé de presque 15%, ce qui est très significatif entre 2021 et 2022. Ça, ce sont des chiffres qui viennent de l'industrie, mais et ça s'est matérialisé surtout au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Belgique, là où je vis. Euh, Par contre, et c'est là où je vais arriver à la deuxième et dernière partie de mon exposé, la consommation de granulés de bois encore, parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à suivre que la consommation, par exemple, de bois bûche, qui est largement informelle et où il y a peu de traçabilité. La consommation de granulés de bois destinés à la production de chaleur, elle, continue d'augmenter. Et elle est notamment tirée par, malheureusement, les usages résidentiels. Il y a évidemment les milliers de petites chaufferies dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça tire évidemment les volumes. Mais il se trouve qu'en France, en Italie et en Allemagne en particulier, en Autriche également, il y a vraiment des usages dans le secteur résidentiel qui sont importants, avec des incitations assez fortes pour l'achat de chaudières ou de poêles à granulés de bois, par exemple. Et ça, c'est un vrai problème pour la santé publique parce que la combustion du bois est une source majeure de pollution atmosphérique qui est elle-même le principal facteur de risque environnemental pour la santé en Europe. Ça, c'est un petit mélange de différentes infographies, mais ça, c'est le genre de choses, pareil, moi j'ignorais complètement ça avant de faire ce métier, c'est un peu hallucinant. Si vous prenez un poêle à bois, un poêle à granulés de bois, vraiment le plus efficace que vous ayez, qui correspond aux dernières normes éco-design, etc., euh, et que vous mesurez ce qui sort du tuyau du poêle, en gros, vous avez l'équivalent de 18 voitures diesel ou 6 camions diesel modernes, donc qui ont un filtre catalytique a priori assez efficace. La combustion du bois est extrêmement toxique. En fait, c'est très simple. Chimiquement, il n'y a pas vraiment de différence entre la fumée du bois et la fumée de cigarette. À la limite, la fumée du bois est plus dangereuse, à la limite, parce qu'elle contient plus de... Donc il y a du CO2, évidemment, mais il y a surtout des particules fines, des PM10 et des PM2,5 qui vont très profondément dans les poumons, et qui sont un vrai facteur de risque. Vous avez du méthane, vous avez du black carbone, qui est lui-même un puissant gaz à effet de serre. Enfin, c'est pas un gaz, mais c'est des trucs qui ont vous avez du monoxyde de carbone, vous avez des arômes polycycliques aromatiques, vous avez des composés organiques volatiles et autres composés cancérogènes. Ça, c'est particulièrement un problème pour les personnes âgées, les jeunes enfants, enfin les gens qui ont les poumons un peu fragiles, quoi. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est forcément très connu, mais c'est quelque chose qui se développe rapidement. Et j'en veux pour preuve la couverture médiatique de ce problème-là. En haut à gauche, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cet exposé, donc j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé rapidement, mais ici, vous voyez par exemple l'évolution de la contribution de la combustion de bois au niveau domestique dans les émissions de particules fines au Royaume-Uni. On est au-delà du tiers aujourd'hui, alors que c'était tout à fait négligeable en 1990. C'est devenu quelque chose de tout à fait conséquent aujourd'hui, tellement conséquent qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire brûler du bois à Londres, par exemple, sauf cas très très précis. Euh, donc vous avez de plus en plus de médias qui se saisissent de cette question-là. Donc en bas à gauche ici vous avez Politico. Là vous avez un hebdomadaire français que d'habitude je ne porte pas particulièrement en sympathie, mais qui là pour le coup a fait un dossier relativement costaud sur le chauffage au bois. Là c'était en début de semaine dans Ouest France, un article qui couvrait en fait la décision toute récente de la ville de Utrecht aux Pays-Bas, donc pas très loin d'ici, d'interdire purement, simplement et définitivement le chauffage au bois comme source de chauffage sur l'ensemble de la commune. Euh, je ne suis pas forcément entièrement d'accord avec ça, parce que la plupart des ménages qui se chauffent au bois ne le font pas par plaisir, mais par nécessité, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou la possibilité de se chauffer autrement. Donc interdire tout chauffage au bois pour ces ménages-là ne résout pas leurs problèmes, en fait, au contraire.
L'enjeu, c'est plutôt un enjeu de politique publique pour aider les ménages qui en ont vraiment besoin à mieux isoler leur logement pour réduire leurs besoins de chauffage, accéder à des sources de chauffage qui sont moins dangereuses pour le climat, les forêts, leur santé et celle de leurs voisins. Donc ça va être des pompes à chaleur, des chauffe-eau solaires, des réseaux de chaleur par jet thermique, etc. Euh, Là, vous avez une petite carte qui vous montre un petit peu l'état du bâti au niveau européen et disons les taux un petit peu de pauvreté énergétique dans différents pays. Vous avez des endroits, par exemple, dans le sud-est de l'Europe, en Roumanie, en Hongrie, où vous avez beaucoup de gens qui se chauffent au bois, par exemple, et ils n'ont évidemment pas les moyens d'acheter des pompes à chaleur. Donc, c'est des enjeux de politique publique. C'est comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces gens-là, parce que non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils mettent leur santé en danger, euh, sans les culpabiliser, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi, ils n'ont évidemment pas choisi d'être dans la situation où ils sont. Euh, je retiendrai moins ma critique, par exemple, pour les gens qui ont des très grandes maisons, qui sont parfaitement chauffées, et qui ont juste un chauffage d'appoint avec une belle grande cheminée, juste parce que c'est agréable. Parce qu'on adore tout ça. Moi, je suis le premier à adorer une bonne flambée. Je le fais évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, d'abord parce que je n'ai pas de cheminée, mais surtout parce que depuis que j'ai appris ce genre de choses. Évidemment, avant, j'avais du plaisir à sentir l'odeur du bois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que je connais les impacts sanitaires de ça. C'est avec regret, mais bon, c'est comme ça. Je vais en terminer là. J'ai été un petit peu trop long déjà, et je m'en excuse. J'espère que ça vous a plu, et bah, j'attends vos questions. Merci beaucoup Martin. Je ne crois pas que c'était trop long, on a pris un petit temps pour démarrer, donc on est bien. Et si on a beaucoup de questions, on prolongera de quelques minutes avec plaisir. Alors du coup, je passe la parole à Florence pour les questions qui ont été posées dans le chat et n'hésitez pas à continuer à en poser d'autres pendant justement l'échange pour interagir en direct sur ces questions. Merci. Alors, bonjour à tous. Je vais donc passer sur les différentes questions. On a Sophie et Jean-Baptiste qui demandent de repréciser les définitions de la biomasse et du puits de carbone. Ok. Alors, la biomasse, c'est intéressant. C'est un terme qui vient des sciences environnementales, de l'écologie, et qui représente en fait le poids de la matière vivante dans un territoire donné. L'industrie a transformé un petit peu cette définition-là pour en faire une sorte de matière première, un combustible, ce qu'elle n'est pas du tout à la base. C'est pas du tout comme ça que c'est caractérisé. Euh, Mais donc, du coup, ce que ça veut dire, c'est que la biomasse, ça peut représenter n'importe quel tissu vivant, en réalité. La biomasse, c'est la matière organique. Euh, du bois, c'est de la biomasse. De l'huile d'olive, c'est de la biomasse. De la viande de bœuf, c'est de la biomasse. Des déchets de bœuf, c'est de la biomasse. Du lignée de porc, c'est de la biomasse, etc., etc. Le puits de carbone, alors il y en a deux, il y a le puits de carbone océanique et le puits de carbone terrestre. C'est la capacité des écosystèmes, en fait, à séquestrer le dioxyde de carbone atmosphérique. Et donc, en France, enfin, sur Terre, excusez-moi, on parle essentiellement des forêts, pas uniquement. Les tourbières, par exemple, sont des puits de carbone absolument fantastiques, les marais également, les zones humides de manière générale. De manière générale, plus vous avez d'eau dans un écosystème, plus sa capacité à séquestrer le carbone va être importante. Je dis ça, je dis rien. Il se trouve que plus vous avez de rétention d'eau dans un écosystème, plus il est résilient, plus il est capable d'encaisser des inondations, des pluies importantes, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et donc, évidemment, quand, et donc quand on coupe trop, quand on abat trop d'arbres dans une forêt, typiquement, ces arbres vont se retrouver, enfin, le carbone qui était contenu dans ces arbres va se retrouver dans l'atmosphère à plus ou moins longue échéance. Euh, L'espérance de vie, par exemple, d'une feuille de papier, c'est quelques semaines avant de devenir du dioxyde de carbone atmosphérique en moyenne. Hein. Donc, quand on est dans une situation où les émissions du secteur des terres sont supérieures à sa capacité de séquestration, on parle d'un puits de carbone positif, alors que ce que tu veux, c'est que ce puits de carbone soit négatif. C'est qu'il y ait davantage de séquestration que d'émissions. Aujourd'hui, en Europe, on est dans une situation inquiétante, où vous avez des pays comme la Finlande,
comme l'Estonie, qui sont pourtant couverts par la forêt boréale à 70% de la courbe de leur territoire, qui sont devenus des émetteurs nets parce qu'ils ont trop tapé dans leur forêt et leurs tourbières. L'Allemagne a également perdu son puits de carbone actuellement essentiellement à cause des scolytes, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont planté notamment des épicéas de Norvège, beaucoup, 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 et notamment dans des stations où cet arbre n'avait pas à être, et donc il s'est retrouvé, à la première sécheresse, il s'est retrouvé très vulnérabilisé vis-à-vis des ravageurs, et c'est ce qui s'est passé. La France a un puits de carbone qui est également en diminution importante, principalement, et ça c'est un point très important sur lequel je veux insister, principalement à cause de la sylviculture, à cause de l'industrie forestière. Quand vous entendez l'industrie forestière parler de cette question-là, elle ne parle que de la pression climatique, de la biodiversité, elle n'a pas tort. Mais c'est une minorité du phénomène. Il y a un papier qui est paru dans Nature l'année dernière, enfin le printemps dernier, qui était très intéressant, qui était basé sur des analyses satellitaires et qui te montrait que 82% de ce qu'on appelle les perturbations en forêt, c'est-à-dire des ouvertures des canopées, quand il y a des arbres qui sont abattus en gros, sont le fait d'interventions humaines. Donc c'est la sylviculture. 18% seulement sont le fait des catastrophes naturelles, donc de la pression aussi climatique et de la biodiversité. C'est pas rien, ça s'aggrave, mais on n'est pas du tout sur un phénomène majoritaire. Donc, utiliser ce truc comme argument pour dire que ce que fait parfois, ce que pas toute l'industrie forestière, il ne faut pas généraliser, mais ce que font certains, certains en tout cas leurs lobbyistes au niveau français, c'est de dire ah, mais il faut se dépêcher de tout couper avant que le climat s'en charge à notre place. C'est totalement faux. Enfin, c'est même dangereux, c'est à mon avis criminel. Ça, c'est un argument je n'ai pas du droit, je ne suis pas avocat, c'est une opinion personnelle. Ok, merci. Alors, on va passer à la question suivante. Le gouvernement a reconnu cet été il n'y aurait pas assez de bois pour satisfaire tous les besoins et s'est empressé à valider de nouveaux usages, le biochar, les biocarburants. En compensation, il faudra baisser et limiter fortement le bois énergie pour les particuliers et les petits réseaux de chaleur. Comment cela va se concrétiser? Alors oui, c'est quelque chose c'est un des facteurs qui est en train de peser très fortement sur le secteur de la bioénergie, c'est qu'ils utilisent beaucoup trop de bois. Pour vous donner un ordre de grandeur, je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais dû. Il y a plus de la moitié de la récolte de bois qui finit qui finit brûlée aujourd'hui en Europe. Et la proportion a priori à augmenter au fur et à mesure des années. Et ça pose de gros problèmes aux autres secteurs qui utilisent ces qualités de bois-là, c'est-à-dire en gros tout ce qui n'est pas du bois d'œuvre. Donc c'est le secteur de l'industrie du papier, de la pâte à papier, des cartons, des emballages. Ça va être l'industrie des panneaux de bois notamment, qui sont en concurrence directe souvent avec les bioénergéticiens sur ces mêmes types de bois. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, si en plus on se met dans un cadre de bioéconomie où l'idée c'est de remplacer de plus en plus de matériaux qui étaient fabriqués à base de carburants fossiles et de les remplacer par des matériaux dits biosourcés, eh ben, ça veut dire qu'on va devoir optimiser l'utilisation de ce bois-là. Ce qui est très clair, dans mon opinion, c'est que utiliser du bois, qui est un matériau noble, précieux et de plus en plus rare pour faire de l'énergie qu'on peut utiliser autrement, c'est un gaspillage et il faut l'interrompre au plus vite. Mais ça ne résout pas l'ensemble du problème. Il va falloir euh, non seulement effectivement substituer, c'est-à-dire remplacer certains produits à base de fossiles par des matériaux, par des produits à base de bois ou de plantes ou que sais-je. Mais on ne va pas pouvoir tout remplacer, c'est pas possible. Il n'y a pas assez de bois sur Terre pour tout faire. On ne peut pas. Il y a déjà plus la place en fait. Il y a un rapport de l'université de Cassel qui est sorti l'année dernière qui était tout à fait clair là-dessus. C'est-à-dire que et un autre, enfin, en tout cas au niveau européen, il y a un différentiel entre 40 et 70% entre ce qui est disponible et ce qui pourrait être prévu. Parce qu'en fait, si on additionne tous les plans de substitution de tous les secteurs industriels qui prévoient de passer à la biomasse. Parce qu'évidemment, chacun le fait dans leur coin, chacun regarde l'ensemble du matériel disponible, se dit c'est bon, il y en a assez pour moi, mais il n'y a pas de coordination encore.
C'est quelque chose qui ne peut évidemment être fait que par la puissance publique. C'est en cours. Je crois qu'il y a des cellules régionales sur la gestion de la biomasse au niveau français. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, je ne sais pas quelle est leur composition, mais j'imagine que ce sont des espaces où typiquement on se pose ce genre de questions et j'espère que ils se posent qu'ils ont accès aux bonnes réponses en ce qui concerne la bioénergie. Alors, question suivante. Véronique qui veut savoir, est-ce que vous pouvez vous charger d'un plaidoyer pour une meilleure gestion publique des forêts face aux coupes rases? Euh, alors, on le fait déjà à Bruxelles, en tout cas, dans le droit européen. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour favoriser en fait des modes de gestion alternatifs de type sylviculture à couvert continu, parce qu'on a besoin de bois, mais on a besoin de mieux le produire et on a besoin de le faire d'une façon qui abîme moins les forêts. Et alors, la coupe rase, c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire. Ouais, ça détruit les sols, ça détruit la biodiversité, ça fragilise considérablement les écosystèmes forestiers. Ça considère. Enfin bon, je crois que j'ai pas besoin de vous convaincre de ça, donc je vais arrêter. Mais oui, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour ça. La question qui se pose, c'est la question des financements. Euh, la sylviculture à couvert continu, a priori, a un modèle économique qui est moins risqué, parce que vous n'avez pas ce truc, vous avez une rentrée d'argent énorme, mais une fois tous les 50 ans seulement. Vous avez plutôt des modèles avec des rentrées plus régulières, mais moindres. Donc c'est quelque chose qui est plus intéressant, a priori, qui est plus résilient aussi au niveau économique. Mais c'est moins intéressant pour les intermédiaires. Moi, comme Julie a eu l'amabilité de me présenter un petit peu au début, j'ai passé beaucoup de temps dans le secteur agricole. La coupe rase, c'est une logique agricole, clairement. C'est pas du tout une logique forestière pour moi. On est sur des champs d'arbres, on n'est pas sur des forêts. Euh, mais c'est beaucoup. En fait, ce qui est intéressant dans le secteur agricole, c'est que les intermédiaires ont pris le pouvoir. C'est-à-dire que vous avez les producteurs qui crèvent la dalle, les consommateurs qui payent trop cher, et au milieu, les transformateurs et en gros les intermédiaires qui s'accaparent essentiellement la majorité de la marge. Mon sentiment, c'est un sentiment uniquement, je n'ai pas été regardé de très près encore, mais mon sentiment, c'est que la même logique est en cours dans le secteur forestier. C'est-à-dire que vous voyez des conditions de travail qui se dégradent fortement au niveau de la production, vous avez une diminution de l'emploi forestier, de la qualité de cet emploi. De l'autre côté, vous voyez que le secteur du bois, enfin le prix du bois ne va pas à la baisse du tout. Mais que par contre, vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans ceux qui vendent des machines, ceux qui vendent des plants, ceux qui maintenant vendent en plus des pesticides et des engrais en forêt, ce qui est quand même assez délirant. Mais il y a des endroits où c'est nécessaire. Et après, pour ce qui est de la transformation, ça, pour le coup, je sais pas où ça a été. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Enfin, c'est normal que les transformateurs prennent des marges aussi. Mais quelle marge, c'est la question. Alors, une question de Anne. Y a-t-il des échanges, des convergences avec les autres assos œuvrant pour la défense de l'environnement et confrontés aux mêmes méthodes au niveau européen? Je pense par exemple à Bloom qui a combattu la pêche électrique. Alors oui, les ONG ne pèsent vraiment pas grand-chose quand elles sont toutes seules. L'association pour laquelle je travaille, FERN, est elle-même le résultat, en fait, la création d'un mouvement collectif en 1995, donc ça ne nous rajeunit pas, mais à l'époque, c'était un mouvement pan-européen de mouvement autour de la question forestière, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Forest Movement Europe. Euh, qui était très structuré autour de la question de la déforestation tropicale. C'était quelque chose dont on parlait pas mal à la fin des années 80, début des années 90. Les massacres qu'on avait en Indonésie déjà, en Amazonie, ce genre de choses, c'était un sujet qui émergeait assez fort à l'époque. Mais au niveau des forêts européennes, c'était pas quelque chose qu'on voyait trop. Donc l'association FERN a été créée pour servir en fait d'interface euh, à ce mouvement-là vis-à-vis de ce que faisaient les institutions européennes. Et donc voilà, donc Fern est resté comme ça, mais donc Fern, a priori, n'existe pas sans ce mouvement qu'elle interface, si vous voulez. Je ne veux pas dire qu'elle représente là, qu'elle le représente, parce que c'est pas le cas. Fern n'a pas de membre, par exemple, nous ne représentons personne d'autre que nous-mêmes.
Mais par contre, nous travaillons systématiquement avec des partenaires, avec des alliés au niveau local, pour ne pas raconter n'importe quoi, et on essaye autant que possible de travailler avec les forestiers dont les pratiques nous inspirent. Voilà. Pour pas être uniquement dans le champ des ONG aussi, parce que la forêt, c'est un espace habité. Il y a aussi des espaces, même si il faut aussi préserver de l'espace pour le sauvage, et ça, je crois que État sauvage, c'est dans le nom, s'en occupe en particulier. Mais il faut un continuum. C'est comme en permaculture, en fait. Il faut des degrés d'intensité d'habitation. Et ça va de la non-intervention totale à l'occupation complète, où c'est votre maison. Et il faut des nuances là-dedans. Le pire qui puisse nous arriver, et c'est d'ailleurs quelque chose que je vois que certains industriels se prennent un malin plaisir à faire, c'est d'opposer en fait les écologistes qui seraient uniquement pour la non-intervention et les industriels, comme s'il n'y avait rien au milieu, alors que c'est exactement de ce qu'il y a au milieu dont on a le plus besoin, à mon avis. C'est de réconcilier, enfin de soigner en fait notre lien avec les forêts. Euh, donc, je ne voudrais pas finir ma réponse sans féliciter très chaleureusement Bloom pour leur travail, parce que c'est vraiment génial ce qu'ils font sur les océans. Mais vraiment, évidemment, pour moi, l'équivalent un petit peu français que je vois, c'est Canopé, parce que Canopé, il combine cette même capacité à combiner l'expertise, la visibilité et, disons, l'agilité politique. C'est assez rare. Et c'est génial quand ça peut arriver, et quand ça peut arriver à plusieurs, et que tout ça est fait de façon collective, bien distribuée, c'est génial. Mais bon, voilà. C'est un travail de longue haleine, évidemment. Alors, question suivante. Catherine voudrait connaître votre avis sur l'utilisation en bois de feu de coupe comme les éclaircies, le balivage, les tailles de haies pour encourager à les conserver en donnant une valeur au bois. Elle met quelle utilisation des houppiers en zone rurale, évidemment. Oui, alors c'est une très bonne question, merci. Parce que notamment, c'est quelque chose qu'on entend notamment de la part de certains forestiers avec qui on travaille, que nos demandes sur, disons, le fait de mettre un terme aux incitations publiques à l'utilisation du bois pour la production d'énergie mettent mal à l'aise, parce qu'il se trouve que typiquement la valorisation des bois d'éclaircie, des houppiers, etc., c'est quelque chose qui leur permet de nourrir leur équilibre économique. Mon espoir, c'est que il y ait une multiplication, comme on l'a entendu précédemment, d'autres usages possibles pour ce type de bois-là. Y compris, et donc de valorisation économique aussi, parce qu'il est clair qu'on a, enfin, les forestiers qui travaillent comme ça ont besoin, notamment quand on fait des balivages, on est a priori sur des modes de gestion plutôt vertueux, et difficile, j'en sais quelque chose, parce que pour comprendre un petit peu ce que je prêchais, j'ai acheté moi-même un tout petit morceau de forêt pour voir ça, et c'est un vieux taillis de chêne, donc il faut faire un balivage, mais comment et à quel rythme et tout, comment ne pas faire de conneries. Voilà, bon, c'est l'intérêt. Et donc là, oui, je vois très bien pourquoi est-ce qu'il faut valoriser les bois des houppiers, parce que ça coûte assez cher en fait de sortir des bois des parcelles. On peut aussi en laisser quelques-uns. Mais moi, j'ai la chance d'être salarié pour faire ce que je fais, et en l'occurrence, je suis strict bénévole dans ce petit morceau de forêt. Les forestiers qui se posent la question, eux, sont soumis à des contraintes économiques fortes. Donc, ma réponse est la suivante, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je pense que, étant donné les dégâts que fait cette industrie, il faut vraiment, vraiment, sérieusement restreindre les incitations publiques au bois énergie. Je ne suis pas pour son interdiction du tout, comme vous l'aurez compris. Euh, je ne suis pas contre certains usages traditionnels, par exemple, en milieu rural, pour se chauffer au bois, ou pour éventuellement faire un petit peu de chauffage collectif dans des équipements de communes enclavées ou isolées, typiquement de montagne, par exemple, pour chauffer la mairie, l'école, la piscine, les équipements collectifs, ce genre de trucs, ça a plutôt du sens. Il y avait un marché pour le bois bûche, pour le bois avant, en fait, les incitations pour le bois énergie, ça va rester. On va toujours pouvoir continuer à vendre du bois bûche, à mon avis. J'espère juste pas en zone résidentielle urbaine, et j'espère surtout qu'il y aura d'autres relais de valorisation économique possible qui ne soient pas des relais
le fait de brûler le bois, parce qu'on est vraiment en situation d'extrême urgence climatique aujourd'hui et que toute émission de CO2 dans l'atmosphère qu'on peut éviter, bah, c'est mieux de le faire, à mon avis. Du coup, vous avez répondu partiellement à la question suivante de Julie. Faut-il interdire le bois énergie et notamment les chaudières au bois pour protéger les forêts européennes? Oui, alors effectivement, je vais vous raconter un petit peu l'évolution de notre position depuis 3 ans et demi. Ça va vous illustrer un petit peu le genre de questionnement qu'on a. Quand je suis arrivé, la position de Fern sur cette question-là était strictement alignée sur ce que nous disaient les modèles climatiques, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est biomasse primaire, c'est-à-dire en gros la biomasse forestière, les bois qui sont dans les forêts, il faut surtout pas récompenser la production d'énergie à partir de ça. Par contre, ce qu'on appelle la biomasse secondaire, c'est-à-dire les résidus d'exploitation, les résidus de transformation, ce genre de choses, ça c'est OK. Parce que de toute façon, la dette carbone, elle est limitée. Le problème, c'est qu'il y a très peu de traçabilité et de transparence sur le marché du bois, qu'il y a des enjeux de politique publique et des enjeux sanitaires notamment qui sont très forts, et qu'on est dans une situation d'urgence climatique absolue, à mon avis. Et donc, je pense que cette sorte de soupape qu'on laissait à ce secteur-là en disant que oui, oui, c'est OK sur la biomasse secondaire, en fait, c'est plus possible. Il ne faut pas laisser ce signal-là, en fait. Il faut envoyer un autre signal qui est que la combustion de la biomasse elle-même, en fait, est un problème aujourd'hui. On est dans un monde qui est un monde un peu bizarre, où on s'est mis tout seul. Enfin, on, c'est un grand on, et c'est comme si on avait une responsabilité à égale dans ce phénomène-là. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on est dans un monde où on n'a plus le temps d'attendre que les arbres repoussent. C'est c'est douloureux de réaliser ça, mais il faut le réaliser, je pense, pour comprendre un petit peu dans quel monde on vit et agir en fonction. Et donc aujourd'hui, à Fern, nous demandons la fin pure et simple des incitations économiques, quelles qu'elles soient, pour la production d'énergie à partir de bois. Mais nous voulons défendre, nous voulons défendre le droit des gens qui en ont besoin de se chauffer au bois, si c'est le cas. Parce qu'il ne faut pas être bête non plus. Ok. Et c'est pas facile à tenir comme équilibre. Alors, la question suivante de Jeanne. Avez-vous pris connaissance du bouclage biomasse du SGPE qui favorise les nouvelles utilisations industrielles, biocarburants, chimie verte et biochar par rapport au bois énergie? Ces nouvelles utilisations encouragées par le plan France 2030 se multiplient donc actuellement et se font avec la même triche, entre guillemets, de comptabilisation des émissions. Oui, bah oui, forcément. Euh, Juste une remarque, hein, mais les biocarburants, c'est de la bioénergie, par ailleurs. Et il se trouve que c'est quelque chose se développe beaucoup aujourd'hui pour le secteur de l'aviation, pour le secteur maritime. Les volumes en jeu sont énormes. Il n'y a à nouveau pas assez de bois pour faire tout ça. Je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Je n'ai pas pris connaissance du détail de ce que vous décrivez, mais je vois que ça s'inscrit tout à fait effectivement dans les évolutions qu'on voit aujourd'hui, où en fait la même ressource est mobilisée pour un nombre croissant d'usages, et il va falloir faire des choix. Et ce serait bien que les choix faits soient les bons, et qu'ils soient assis sur une approche de la gestion forestière qui est que il faut partir de la forêt elle-même et que on peut éventuellement récolter l'incrément. Enfin, enfin bon, ça c'est encore un truc trop général. Mais il faut partir des conditions particulières, en tout cas, de la forêt et de voir ce qu'on peut faire avec le bois avec le bois qu'on peut en tirer, sans abîmer la forêt elle-même. Donc je suis très réservé, disons, sur toute politique en fait qui agrégerait en fait toutes ces conditions pour transformer toute cette question-là en une ressource homogène qui s'appellerait la biomasse. C'est pas vrai.
les conditions de production du bois, par exemple, dans le pourtour méditerranéen, ne sont pas les mêmes que celles dans les Landes, ne sont pas les mêmes que celles dans les Vosges, ne sont pas les mêmes que celles dans l'Ouest. Ce sont des questions différentes qui se posent à chaque fois. Potentiellement, ce sont des usages économiques qui pourraient être différents aussi, parce que vous allez avoir des espèces d'arbres différentes, donc des usages techniques différents aussi, potentiellement. Donc moi, je préférais qu'on pose les questions dans ce sens-là, plutôt que de piloter depuis un espèce de niveau très abstrait, très agrégé au niveau de l'État, quelque chose qui s'appelle la biomasse et qui prétend harmoniser tout ça. Je pense que c'est assez dangereux en fait comme mode de pensée et que ce serait bien d'en sortir. Alors, question suivante de Max, qui voudrait savoir si l'on connaît la part des affouages dans la consommation du bois de chauffage en France. On en a un ordre de grandeur. Euh, donc les affouages, c'est l'autorécolte en fait, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. C'est le fait simplement d'aller comme ça récolter du bois bûche, typiquement, typiquement c'est des grosses branches, hein. Enfin, c'est plutôt ce genre de choses qu'on utilise pour faire ça, pour se chauffer, quoi. Moi, je pense qu'on est entre 10 et 15% à peu près. Ça, c'est les chiffres que j'ai vu passer. Je ne sais pas s'ils sont bons, mais au niveau de l'ordre de grandeur, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. À Alors, vérifier, vraiment à vérifier. une question de Claire qui reprend un peu ce dont on a parlé précédemment. Plutôt qu'interdire le bois de chauffage, ne serait-il pas intéressant de limiter la production de bois européenne et la consommation aussi d'ailleurs pour orienter les ressources vers les usages les plus rentables, bois d'œuvre et bois d'industrie, avec une espèce de marché de quotas qui permettrait de préserver la capacité d'absorption et utiliser les recettes de ce marché à financer la transition des plus précaires? Ah, oui, bah, c'est pas mal. Oui, on le formule pas comme ça, mais c'est assez cohérent avec ce que nous proposons, effectivement, avec quelques nuances quand même. D'abord, je ne suis pas forcément persuadé que le marché soit le meilleur juge de ce qu'est une utilisation efficace et optimale du bois. À mon avis, faut prendre ça en compte, mais il faut regarder d'autres paramètres aussi. Euh, Prioriser évidemment les usages les plus importants, oui, bien sûr. Alors, sur cette question fondamentale d'un plafond au niveau national, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, figurez-vous, je vais revenir un petit peu en arrière, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire lors de la révision de la directive sur les énergies renouvelables, et il se trouve que c'est quelque chose qu'on a partiellement obtenu. C'est le dernier point qui est mentionné sur cette slide-là. C'est ce qu'on appelle la compatibilité LULUCF. En fait, l'idée, c'est que chaque État a un objectif de puits de carbone à respecter dans le système européen. Et que s'il n'est pas capable de respecter cet objectif-là, alors la biomasse forestière qui est produite sur son territoire perd son caractère renouvelable au titre du droit, hein, je précise. Donc ça veut dire que, a priori, enfin en tout cas c'est comme ça que nous l'interprétons, euh, cet État-là n'aurait plus le droit de subventionner les entreprises énergétiques sur son territoire pour utiliser ce bois-là parce qu'il a trop tapé dans la réserve, il a trop tapé dans ses forêts. Je ne suis pas sûr que l'État français l'interprète de la même façon. Euh, on va voir. Mais en tout cas, nous, c'est notre interprétation. Elle pourrait être, mais cette histoire de plafond pourrait être meilleure. Et surtout, il faudrait la rendre au niveau. Enfin, là, ça ne s'applique qu'aux usages énergétiques. Or, vous avez bien compris qu'il est question d'une grande multiplication des usages matériels également. Et donc, je crois que c'est quand même plus ou moins le cas en France. Il y a un pilotage, hein, des volumes de récolte, il me semble. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de plafond. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on se pose la question tellement.
Oui, je pense qu'il faut soutenir ça. Après, est-ce que l'échelle nationale est la bonne? Je sais pas. Je suis pas sûr. Euh, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je trouve très intéressant, en tout cas, dans toutes les discussions, c'est la question de l'échelle. Parce que vous avez des usages qui vont être vertueux à une petite échelle, typiquement votre petite chaufferie qui s'alimente au niveau local, machin, mais qui devient un énorme problème si vous la multipliez par des milliers d'unités au niveau national. Et je pense que pour la gestion et pour le fléchage, en quelque sorte, et les usages, la question de l'échelle, elle est essentielle aussi. Donc, quelle est cette échelle-là? Quelle est la bonne? Quelle est la bonne échelle territoriale, si vous voulez, pour avoir cette gestion-là, à la fois de la forêt et des usages? Je ne sais pas. Je pense que c'est une très belle question politique et démocratique, pour le coup. Euh, mais il faut pouvoir la formuler en ces termes-là, à mon avis. Je ne suis pas sûr que le niveau national soit suffisant. Ce serait déjà pas mal. On ne va pas être trop ambitieux. Ce serait déjà pas mal. Alors, une question de Catherine. Serait-il pertinent d'aider directement l'industrie du bois d'œuvre plutôt que de les aider via le financement de chaufferies et cogés dans un pays comme la France où l'industrie du bois n'est pas forte? Alors, ça fait débat, je crois, euh, dans le chat. Oui. Euh, Écoutez, j'ai pas été regardé récemment, mais les prix du bois d'œuvre, a priori, sont très élevés actuellement. Je pense qu'il y a, pour les gens qui ont la chance de pouvoir produire ça, tout se passe plutôt bien. Je suis pas du tout sûr que le secteur du bois énergie, comme je vous l'ai expliqué, doive continuer à recevoir du soutien public comme il le fait, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Euh, de manière générale, pourtant, je suis historiquement de gauche au niveau politique, mais je suis assez réticent aux subventions. Parce que ce qu'on constate, c'est que l'effet des subventions a tendance à structurer les filières et ce sont toujours les plus riches et les plus connectés qui sont devant le guichet en premier. Ce sont eux qui ont la capacité de gérer les frais de bureaucratie, qui vont avoir accès aux informations avant les autres, etc. C'est vraiment pas, je trouve pas que ce soit une très bonne façon de gérer ça, de gérer ces usages-là. Euh, on est sur un marché qui est ancien. Je veux dire, le marché du bois, il n'est pas nouveau, quoi. Ça fait probablement 2 ou 3 000 ans qu'il existe, même si on ne payait pas pour ça, on utilisait d'autres méthodes que l'argent pour payer avant. Euh, je pense il y a d'autres outils que les subventions pour intervenir là-dedans. Je pense que mieux réglementer les interventions en forêt par le droit de l'environnement, par la police de l'environnement, ce serait déjà pas mal. Redonner à la puissance publique des moyens de connaissance, d'analyse et de gestion qu'elle a entrepris de défoncer dans les 20-30 dernières années, ce serait aussi très bien. Parce que aujourd'hui, enfin, on parle de politique que l'État n'a pas tellement les moyens de mettre en œuvre en réalité. Vous regardez ce qui reste de l'ONF, c'est pas très brillant, hein. Quand vous obligez une institution comme ça à subvenir à ses besoins par les ventes de bois, par exemple, ce qui je crois est le cas en France, quelle marge de manœuvre il lui reste pour ces autres missions? Bah, je suis pas sûr. En tout cas, vous avez introduit un biais là-dedans qui est vraiment, qui au niveau forestier, qui, en tout cas au niveau forestier, est vraiment dommageable. Et alors, la dernière question, quel est le bilan CO2 en prenant les filières et cycle de vie au complet, entre parenthèses, production, acheminement, transformation, utilisation, entre un kilowattheure chaleur produit à partir du bois et un kilowattheure chaleur produit à partir de l'électricité, donc selon la source, sa Ah source. oui, ça dépend dans quel pays vous êtes, évidemment. Bah, ça, c'est ce que je vous ai montré au tout début, ici, voilà. Euh, donc, en fait, ces deux graphes-là répondent partiellement à votre question. Euh, un truc qu'on pourrait s'amuser à faire. Si vous avez 3 secondes, je peux m'amuser à faire ça en direct, comme ça vous voyez un petit peu comment on fait, parce que c'est assez ludique et c'est intéressant.
Évidemment, pour ça, il faudrait que j'ai une connexion. Voilà. Donc, je vais rapidement, je vais partager euh, une autre fenêtre de mon écran. Voilà. Donc ça, c'est une ressource dont on va vous envoyer le lien. C'est c'est très pratique et c'est un bon moyen de se rendre compte. Donc, il s'agit de calculer en fait le potentiel, pour citer simplement ce qui est écrit, cet outil permet d'évaluer le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le temps nécessaire avant la réduction des émissions de gaz à effet de serre lorsque la bioénergie forestière est utilisée pour substituer à l'énergie fossile. Donc allons-y. Vous devez ici rentrer la source de biomasse. Alors, vous avez des résidus de récolte, arbres récupérés, ça c'est typiquement des arbres scolités ou des arbres qui sont en train de mourir, ou des arbres verts, c'est-à-dire des arbres vivants qu'on récolte pour ça. Euh, je vais vous le faire comme ça. Résidus de récolte. Donc, température moyenne annuelle, ça c'est pour calculer le contrefactuel en fait. Parce que selon la température, là on est au Canada, donc c'est température moyenne assez basse, comme vous pouvez voir. En France, c'est supérieur. Mais ça va déterminer en fait le temps de décomposition. Plus il fait froid, plus le temps est long. Donc, transformation, alors vous pouvez choisir une transformation en copeaux, en granules ou en biogaz. Bon, bah, on va prendre des copeaux par exemple. Le copeau, c'est ce qu'on appelle les plaquettes forestières en France. On va dire que c'est du marché local. On va s'épargner tout ça parce que le temps nous est compté. Et on va dire que on veut remplacer euh, pour faire de la chaleur. Tiens, parce que on avait un système on a un système d'énergie qui est, allez, très efficace parce on a investi. Et puis on est en train de remplacer. Allez, je sais pas, vous préférez du mazout, du charbon ou du gaz naturel? Que dit le Du chat? gaz. Gaz naturel, gaz naturel. Gaz naturel, allez, c'est Oui, parti. parce qu'on en utilise, malheureusement. Ah oui, bien sûr. Donc Encore là. allons-y. Efficacité du système fossile. Donc voilà, vous avez le résultat. Donc, dans le meilleur cas, au bout de 9 ans à peu près, un tout petit. Attendez, qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est ça. Au bout de 9 ans, voilà, 9 ans et demi, vous avez atteint l'équilibre. C'est-à-dire qu'à partir de 9 ans, vous allez commencer à générer un bénéfice climatique. Pendant 9 ans, vous avez émis davantage de CO2 que si vous aviez continué à utiliser du gaz naturel. Mais après 9 ans, ça devient plus intéressant. Sauf que, est-ce qu'on a le luxe d'attendre 9 ans? Je vous laisse juger. Ça, c'est le meilleur scénario. Au pire, c'est un peu plus longtemps. On est sur, tant que ça? Non, on est sur, ouais, à peu près, à vue de nez, on est à 17 ans à peu près. Donc là, vous l'avez ici, par exemple. La dette de carbone, elle est de à peu près 11 ans. Ça, c'est la dette carbone qui est calculée. Donc ça, c'est le temps qu'il va falloir pour résorber en fait l'excès de CO2 que vous avez émis dans l'atmosphère par rapport au fait de continuer à utiliser du gaz naturel. Vous avez une marge d'incertitude ici. Et enfin, au bout de 17-18 ans, Eureka, ça y est, vous avez un bénéfice climatique. Ça, c'est la zone en vert. Donc, je vous engage vraiment à aller jouer en quelque sorte avec les paramètres de ce truc-là, parce que c'est assez solide et ça vous permet de vous donner, ça vous permet de comparer en fait les différents usages possibles. Si par exemple j'avais utilisé non pas les résidus de récolte, mais des arbres verts pour la même chose, là vous allez voir que la situation est tout à fait différente. Là, le bénéfice climatique, dans le meilleur des cas, c'est au bout d'un siècle. Et vu la direction de cette courbe, je crois que le pire des cas, c'est pas avant un bon moment. Eh bien, merci. C'était la dernière question. Mais Julie, tu... Merci Florence pour les questions. Merci surtout à toutes et à tous d'avoir pris le temps justement de les formuler dans le chat. Merci Martin d'avoir pris le temps d'y apporter toutes ces réponses. Je sens que la soirée pourrait être encore très longue et qu'on pourrait discuter longtemps du sujet, tant il y a de paramètres à prendre en compte. Mais peut-être que ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suggérer aussi des thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde.
ça peut aussi être dans ce sens-là. Martin, merci d'avoir pris ce temps avec nous. On a un peu Avec dépassé, plaisir. mais je pense que personne ne nous en tiendra rigueur. Et de toute façon, vous le retrouverez en rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez manqué certains éléments ou démonstrations, voilà, vous pourrez rattraper. Et puis, on vous retrouve au mois de décembre pour le dernier webinaire de l'année qui sera sur une thématique radicalement différente, celle du sanglier, avec les aspects politiques, géographiques et évidemment sociologiques qui tournent autour de cet animal en France. Donc, merci à toutes et à tous, très bonne fin de soirée et puis à très bientôt.